Nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France ce matin, et comme tous les matins présenté par Christophe Dard, et nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément fin 1941. Nous avons vu lors des précédents numéros que les arrestations et les rafles s'enchaînent, comme celle du billet vert en mai ou à Paris au mois d'août de cette année-là. Les synagogues, notamment parisiennes, sont attaquées. Les Juifs subissent en parallèle de plus en plus de discrimination. Et Christophe, il faut souligner qu'après le second statut des Juifs en juin 1941, de nouveaux interdits les empêchent d'exercer presque tous les métiers. Ils sont définitivement mis au banc de la société par le régime antisémite de Vichy. Exactement, une série de décrets pris dans la seconde moitié de l'année 1941. En août, un texte réglemente la profession de médecin, puis c'est la profession d'architecte au cours du mois suivant. En novembre, la loi interdit toute acquisition de fonds de commerce par les Juifs sans autorisation. Puis le même mois, la loi réglemente l'accès des Juifs à la propriété foncière. La loi du 25 novembre 1941 interdit les fonctions de juré aux Juifs. Enfin, le 27 novembre, et là on va en parler plus en détail, le journal officiel publie une nouvelle loi frappée du sceau de la discrimination, puisque ce sont les députés et les sénateurs juifs qui sont déchus de leur mandat par le gouvernement de Vichy. Ça va donc être l'occasion, Ilana, de parler de bon nombre d'entre eux. Alors, le plus connu de ces parlementaires, c'est Léon Blum, l'ex-chef du Front populaire, avec 79 autres députés. Il a refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940 et il s'est caché avant d'être finalement arrêté en septembre de la même année, puis interné dans le puits de Dôme à la prison de Riom. Exactement, on a déjà parlé de Léon Blum dans le détail. Du coup, on va parler un petit peu des autres qui sont moins connus et que l'on n'a pas encore évoqué. Notamment, il est également déchu donc de son mandat fin 1941 du député Jean-Pierre Bloch, fils d'un juif alsacien, maire séfarade venu d'Algérie. Il est conseiller général de l'Aisne en 1934 et il est le plus jeune député socialiste élu sous la bannière du Front populaire en 1936. Il n'en est fait que 31 ans. À cette période, il est très actif. Il enquête sur les violences anti-juives de Constantine. On en a parlé d'août 1934, plusieurs jours d'affrontement entre les juifs et les musulmans que nous avons évoqués. Membre du comité directeur de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, Bloch est engagé volontaire au début de la guerre. Il est fait prisonnier en juin 1940 et donc il ne peut pas participer au vote lorsque Pétain demande les pleins pouvoirs en juillet, puisque donc il est prisonnier de guerre. Il parvient à s'évader quelques mois plus tard du camp où il est prisonnier. Il rejoint la zone libre lorsqu'il est déchu de son mandat de député fin 1941. Il est détenu à la prison de Périgueux puisqu'il a été arrêté quelques semaines plus tôt à Marseille. Alors, autre député juif déchu de son mandat, c'est le socialiste Jules Mock, qui a été député de la Drôme, secrétaire général du gouvernement en 1936, puis ministre des Travaux publics et des Transports. Engagé dans la marine au début de la guerre, il est nommé capitaine de frégate. Comme Blum, il refuse de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il est arrêté et emprisonné, mais il finit par être libéré début 1941. Il s'engage alors dans la résistance. Il y a aussi Léon Meyer, ex-maire du Havre pendant plus de 20 ans, député sous les couleurs du Parti radical. Il est le seul des députés juifs déchus en 1941 à avoir voté 1 an et demi plus tôt les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Une figure politique de la Troisième République comme Léon Blum fait également partie de ces députés juifs déchus de leur mandat. Il s'agit de Georges Mendel, de son vrai nom Louis Rothschild, élu député conservateur depuis 1919. Il a été plusieurs fois ministre dans des gouvernements de droite, aux postes et télécommunications et aux colonies. Oui, les fonctions effectivement qui étaient alors très importantes, contrairement aux 4 effectivement que l'on vient de citer. Mendel est dans le bord opposé, il est dans le camp opposé, donc celui de la droite qu'on a appelé pendant quelques années le bloc national. Il est d'ailleurs, il faut le savoir, le dernier ministre de l'Intérieur avant la prise de pouvoir du gouvernement du régime de Vichy en 1940. Au moment de sa déchéance, Georges Mendel est également en prison, accusé avec d'autres d'être responsable de la défaite de 1940. Il vient d'être condamné à la prison à vie par le tribunal d'exception voulu par le maréchal Pétain. Il n'a malheureusement pas été le seul. Sont également déchus fin 1941 3 députés moins connus, Salomon Grunbach, Robert Lazuric et Georges Lévy Alfandéry. Ces 3-là, et Mendel accompagné de son épouse Béatrice Bréty et de sa maîtresse, ont pourtant tenté de quitter la France plusieurs mois auparavant avec 29 autres parlementaires et d'anciens ministres. Ils embarquent finalement le 21 juin 1940, 4 jours après la formation du gouvernement de Pétain et la veille de la signature de l'armistice, sur un paquebot, le Massilia, en direction de Casablanca au Maroc.
refusant la défaite, il pense qu'il est plus simple de mener la résistance hors de la métropole, dans un protectorat français. Effectivement, une résistance qu'ils ne veulent pas faire depuis Londres, où alors une partie justement de la résistance est active autour du général de Gaulle. Et c'est important effectivement de revenir sur cet épisode du Massilia, très important, qui donc précède de plus d'un an et demi précisément la décision de déchoir de leur mandat les députés et les sénateurs. Sur ce Massilia donc que vous avez évoqué, ce paquebot effectivement assez rutilant, les trois personnalités les plus importantes à bord sont Édouard Daladier, qui a quand même été 3 fois Premier ministre, plusieurs fois ministre et député, Pierre Mendès France, également issu d'une famille d'ascendance séfarade judéo-portugaise, député, ancien sous-secrétaire d'État au Trésor, lieutenant d'aviation, accompagné de sa famille à bord du Massilia, et puis l'ancien ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, Jean Zay, dont on a parlé. Il faut savoir aussi qu'à bord du Massilia, parmi ces Français qui fuient, si l'on peut dire, qui veulent entrer en résistance depuis le Maroc, on retrouve l'administrateur de la Bibliothèque nationale, Julien Quin, fils d'un imprimeur juif parisien, agrégé et professeur d'histoire, mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Sous le Front populaire, Quin s'est engagé pour promouvoir les bibliothèques et développer notamment les bibliobus et les bibliothèques pour enfants. En mars 1940, avant de s'embarquer sur le Massilia, Julien Quin est nommé secrétaire général de l'information par le président du Conseil, Paul Reynaud. Et puis on compte aussi le directeur général des Beaux-Arts, un compositeur, un physicien, un écrivain, un artiste peintre, preuve que sur ce Massilia, il n'y a pas que des hommes politiques à embarquer. Les voyageurs montent à bord en juin 1940 parmi une centaine de civils, mais ils sont mal accueillis en raison de l'anti-parlementarisme qui règne alors. Les députés et anciens ministres passagers du Massilia sont accueillis par des sifflets et des insultes. Le Massilia n'arrive à Casablanca que le 24 juin 1940, 3 jours après, car finalement à bord, certains députés ont envisagé de partir vers l'Angleterre et de s'y réfugier, donc finalement de faire volte-face, et le paquebot a dû attendre les autorisations du consul du Royaume-Uni, des autorisations qui n'ont pas été accordées. Alors arrivée une foule tout aussi hostile d'ailleurs qu'à bord, va attendre les députés et les anciens ministres sur les quais, et les passagers sont d'ailleurs consignés pour les protéger dans un grand hôtel de Casablanca. Vous l'avez donc bien compris, cette traversée du Massilia a été un échec. Retour précipité en France pour ses occupants politiques. Pierre Mendès France et Jean Zay notamment sont arrêtés le 31 août 1940 à Casablanca. Ils sont rapatriés en métropole et ils sont traduits devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand pour désertion devant l'ennemi, ce qui vaudra donc leur condamnation ultérieurement. En juillet 1940, les 23 autres parlementaires sont autorisés à regagner la France. Alors si Georges Mendel sera arrêté donc quelques mois plus tard et envoyé en prison, connaissant une fin tragique sur laquelle nous reviendrons, les 3 autres députés juifs du Massilia qui seront déchus de leur mandat fin 1941 auront un peu plus de chance. Arrêté et interné effectivement jusqu'en mai 41. Salomon Grunbach vit sous contrôle policier à Mantes. Il prend d'ailleurs contact avec la résistance. Idem aussi pour Robert Lazuric qui parvient à se réfugier dans la clandestinité, d'ailleurs à y diriger un journal, une publication en particulier. Quant à Georges Lévy-Alfandéry, il fera partie du jury condamnant à mort le maréchal Pétain en 1945. Et puis pour être tout à fait complet sur ces parlementaires déchus de leur mandat en 1941, certains célèbres, d'autres moins, on peut ajouter 3 sénateurs, Moïse Lévy, Abraham Schramek, qui a d'ailleurs été plusieurs fois préfet et ministre, et Georges Hulmeau, tous les 3, preuve que ça ne les a pas sauvés, si l'on peut dire, avaient pourtant voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940. Merci beaucoup Christophe pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France qui nous a permis donc de parler de ces députés et sénateurs juifs déchus de leur mandat en 1941 alors que bon nombre d'entre eux ont joué un rôle majeur sur la scène politique de la Troisième République. Au prochain chapitre, nous évoquerons la création par le régime de Vichy de l'Union Générale des Israélites de France et ses conséquences. La journée est belle. Vous écoutez Radio